Alors, donc c'est moi qui va attaquer. Donc, je m'appelle Adrien Cousinier, je suis ingénieur en énergie renouvelable. Je travaille sur Suisse. Mes clients, c'est des industriels. Et la loi les oblige à installer des énergies renouvelables et à faire des économies d'énergie. Et la loi les oblige à me payer pour conduire les travaux. Ce qui est, ma foi, un métier très agréable. Et donc, je vais vous faire la première partie donc, sur les faits scientifiques. Voilà. Qu'est-ce que scientifiquement on observe en dehors de toute appréciation psychologique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que scientifiquement on observe à l'heure actuellement dans le monde? Donc voilà pour la partie, on va dire, crédibilité. Donc en fait, on peut se dire qu'en réalité, les choses sont plutôt pires que ce qu'on va présenter. La deuxième partie, c'est que l'objectif n'étant pas de présenter des choses désagréables pour être uniquement désagréable, mais d'avoir une volonté positive en fait de prévenir les gens pour qu'ils puissent réagir correctement. C'est un peu comme lorsque vous marchez au bord de la route. En dehors du trottoir, il vaut mieux marcher en ayant les voitures qui arrivent en face de vous pour pouvoir réagir si jamais il y en a une qui vous sert un peu trop, alors que si vous marchez dos aux voitures, ben, vous ne pouvez rien faire. L'objectif n'est pas d'être désagréable pour être désagréable. L'objectif étant de prévenir les gens. Alors, la première partie, donc c'est, on va parler d'énergie principalement. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie? Parce que l'énergie, c'est absolument tout. L'énergie, c'est absolument tout, parce que l'énergie, elle permet toutes les transformations, tous les mouvements dans l'univers. Absolument tous, il n'y a aucune exception à cette règle. Dès que vous avez quelque chose qui évolue, qui bouge, qui se transforme, il y a forcément de l'énergie derrière. Alors bon, moi par mon métier, j'ai un peu tendance à en voir partout. Mais vous verrez, je vais vous montrer quelques exemples, comme quoi l'énergie, c'est vraiment la base de tout. S'il n'y a pas d'énergie, c'est le néant. C'est même pas la mort, parce que la mort est on peut dire qu'il y a un état de décomposition, donc il y a encore de l'énergie derrière. C'est vraiment le néant, il n'y a rien, absolument rien sans énergie. Alors quelques exemples, voilà une autoroute. Alors là vous allez dire le mouvement, c'est les voitures qui bougent. Moi je vois aussi tout le mouvement qui a fallu amener le béton pour construire toutes les infrastructures, parce que ces infrastructures autoroutières, elles n'ont pas été là depuis l'aube des temps. Il a fallu les construire. Avant c'était peut-être une forêt, peut-être un champ, etc. Et puis tous les immeubles aussi qu'on voit à côté, il a fallu les construire. Donc tout ça, c'est énormément de béton, énormément de ferraille qu'il a fallu amener, rassembler, construire pour permettre le déplacement des voitures dessus. Donc voilà, donc dans cette image, le mouvement pour moi c'est vraiment toutes les infrastructures artificielles que l'on peut voir. Une autre image, alors là, en premier abord, on pourrait se dire que le mouvement, c'est le mouvement des moissonneuses batteuses, hein. Mais il n'y a pas que ce mouvement-là. Moi, je vois aussi le mouvement ces moissonneuses batteuses, il a fallu les fabriquer. Hein. On ne les a pas trouvées dans la nature comme ça. Donc, il a fallu prendre du fer, du cuivre, du pétrole pour faire du plastique, pour pouvoir construire toutes ces machines. Il a fallu aussi amener les céréales sur place, parce qu'à l'heure actuelle, l'agriculture, il n'y a plus vraiment quelque chose de naturel derrière tout ça, c'est complètement artificialisé. Donc il a fallu faire des semences, il a fallu faire les serres pour faire pousser les semences, il a fallu amener des engrais, des pesticides, voilà. Après, il a fallu transporter les semences sur ce champ pour que l'agriculteur puisse les planter. Et puis, si on va encore plus loin,
avant qu'il y ait ce champ, il y avait autre chose. Il y avait une forêt ou une prairie. Donc il a fallu couper les arbres et faire place nette pour que l'agriculteur puisse planter ses céréales. Donc voilà, dans cette image, en premier abord, on ne voit que les moissonneuses-batteuses qui se déplacent, mais en fait on peut voir beaucoup plus de mouvements, de transformation. Idem ici, moi quand je vois des jeans comme ça, directement je vois le coton qui a fallu faire pousser quelque part au Maroc, ou en Ouzbékistan, ou je ne sais où. Après, il a fallu l'envoyer dans des filières, c'est principalement au Bangladesh, où on a fabriqué le jean. On peut voir aussi le bouton des jeans et puis les fermetures, les glissières, ça normalement c'est du cuivre, donc ça doit venir principalement du Chili. Donc moi quand je regarde un jean, dans ma tête, je vois directement une bonne partie du monde. C'est le côté très agréable de mon métier, c'est que je voyage tout seul pour pas grand chose. Mais voilà, ce jean en fait c'est énormément de mouvements, c'est c'est des dizaines de milliers de kilomètres de matières premières diverses et variées. Un autre exemple de mouvement, donc c'est toujours la même logique, le parfum ou les capsules d'emballage n'ont pas existé de manière immuable, donc il a fallu les fabriquer. Donc qui dit fabrication dit transformation. Donc tout ça c'est de l'énergie, il a fallu de la chimie de synthèse, il a fallu prendre des molécules à droite et à gauche dans la nature, les rassembler dans des labos. Il a fallu prendre du sable pour faire du verre, il a fallu prendre du pétrole pour faire les bouchons en plastique, il a fallu, une fois qu'on avait les flacons et puis le parfum, on avait enfin l'objet finalisé, mais après on peut voir aussi là-dedans toute la chaîne de distribution, de commercialisation, c'est-à-dire que pour vendre ces parfums, il a fallu construire des centres commerciaux, il a fallu construire des routes, il a fallu construire des camions. Enfin voilà. Derrière un bête flacon de parfum, moi je vois toute l'activité mondiale en fait, qui se cache derrière tout ça. Et tout ça c'est énormément de transformation, énormément de mouvement, et énormément d'énergie. Donc toujours la même logique. En premier abord, on pourrait se dire que le mouvement, c'est uniquement les joueurs de badminton qui se déplacent et qui transpirent. Mais, idem que les autres exemples, les raquettes de badminton, il a fallu les fabriquer, le filet de badminton, il a fallu le fabriquer, et même au-delà, le gymnase, il a fallu le fabriquer. Donc tout ça, c'est énormément de mouvement, énormément de transformation. On a pris énormément de matières premières un peu partout dans le monde. On les a travaillés, chauffés, filtrés, concentrés, et puis après on a pu les assembler pour faire un gymnase, puis il a même fallu faire des routes pour alimenter pour que les gens puissent venir assister au match de badminton. Donc tout ça c'est énormément de transformation, énormément de mouvement et énormément d'énergie. Et l'image de notre civilisation, donc c'est la ville. Ça, c'est une quantité d'énergie qui est tout simplement phénoménale. Parce que bien entendu, rien de la ville n'existait avant qu'on se mette à la construire. Et donc il a fallu énormément de mouvements, de transformations. Donc ça, c'est du sable, c'est de l'eau, c'est des minerais de fer. C'est du ciment, de la chaux, voilà, c'est beaucoup de transport, c'est beaucoup de mouvements. Et donc c'est énormément d'énergie. Juste pour vous donner un ordre d'idée, la pyramide de Khéops, qui est une des 8 merveilles du monde, donc une des 8 plus belles choses que l'homme ait construit sur les 10 000 dernières années. L'être humain moderne, occidental, construit 20 pyramides de Khéops par jour, tous les jours sur la planète, 365 jours par an. Donc voilà, les 8 merveilles
du monde antique, l'homme moderne, lui, il en fait des milliers chaque année, et il ne se pose même plus la question de savoir d'où ça vient. Et donc, à l'homme moderne de faire toutes ces transformations, eh bien, c'est un apport énergétique considérable qui s'appelle pétrole, gaz et charbon, principalement. C'est la sainte trinité des énergies fossiles. À l'heure actuelle, l'être humain, grâce à ces énergies fossiles, consomme l'équivalent de toute l'énergie que la planète reçoit par le Soleil. Donc si on n'avait pas ces énergies fossiles, il faudrait qu'on capte toute l'énergie que la planète reçoit. Absolument tout. Rien que pour garder notre capacité de transformation de l'environnement. Donc c'est phénoménal. Il y a des astrophysiciens qui s'amusent à classer les espèces intelligentes et qui disent que le jour où on sera une espèce de classe 1, une espèce de classe 1, c'est une espèce qui est capable de consommer toute l'énergie planétaire, on sera beaucoup plus évolué. En fait, ce que les astrophysiciens n'ont pas compris, c'est que grâce aux énergies fossiles, on est déjà une espèce de classe 1. On est déjà une espèce qui consomme l'équivalent de toute l'énergie que la planète reçoit. Voilà. Donc c'est tout à fait phénoménal. Donc voilà, pour vous montrer, donc tout a commencé quelque part, enfin tout. Une grande accélération à partir de 1800, le début de la révolution industrielle. Donc au début, on ne consommait que la partie verte, donc c'était que la biomasse, ça c'était la principale source énergétique mondiale, jusqu'en 1800. Après en 1800, c'est la partie en noir qu'on a commencé à consommer, donc c'était la première énergie, c'était le charbon. Et puis après, il y a eu la découverte du pétrole, qui a commencé au début XXe siècle. Et puis le gaz qui est arrivé dans les années l'entre-deux-guerres, on va dire, sur l'entre-deux-guerres de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, donc le nucléaire qui est arrivé dans les années 70. Et puis un petit peu d'hydroélectricité, et puis le reste qui ne sert pas à grand chose, donc c'est toutes les énergies renouvelables. Donc deux constats. Premièrement, notre société repose sur les énergies fossiles, parce que vous voyez bien que les énergies fossiles, c'est encore actuellement 83% de l'approvisionnement énergétique mondial, et c'est pas avec les 1% des énergies renouvelables qu'on va remplacer les énergies fossiles. D'accord ? Donc là, je suis désolé pour tous ceux qui avaient des états d'âme un peu écologistes, voilà, avec le soleil et le vent, on va sauver le monde. Quand vous partez de zéro, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Donc les énergies renouvelables ne seront incapables de remplacer les énergies fossiles. Au mieux, elles compenseront une toute petite partie de la perte des énergies fossiles. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça signifie. Voilà, c'est au mieux. Et puis, la deuxième chose, c'est que depuis 2 siècles, on a toujours consommé plus de chaque source, et on a toujours additionné les sources. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu à se séparer d'une source énergétique. Ça, c'est quelque chose c'est une première mondiale. Humainement, on n'a jamais fait ça. Donc il y a peu de chances que ça réussisse. Donc ça, c'est pour tous les fans de la transition énergétique, etc. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, et vu comment on s'y prend, il y a peu de choses qu'on y arrive. Alors, du coup, comme je vous l'expliquais, grâce à cette formidable ressource énergétique, on a pu faire plein de choses. Désolé pour les anglicismes, à gauche vous avez les tendances socio-économiques, à droite vous avez les tendances, on va dire, écologiques, du système physique. Donc à gauche, vous voyez la population qui explose, le PIB qui explose, PIB c'est GDP en anglais. Voilà, les investissements qui explosent, la consommation des engrais qui explosent, la population humaine qui explose, bien entendu. C'est grâce
l'apport énergétique massif des énergies fossiles, on a pu passer de 2 milliards à 7 milliards d'êtres humains. Et si on les perd, il y a très très peu de chances pour qu'on arrive à maintenir 7 milliards d'individus sur la planète. Donc la transition énergétique, c'est d'abord beaucoup de morts. Enfin, d'un point de vue purement physique. Encore une fois, je ne suis pas désagréable pour être désagréable. Moi, j'ai une vision uniquement physique des choses. Enfin, pas uniquement physique, mais là, je n'aborde que les côtés physiques. Et puis, comme vous pouvez voir, notre impact environnemental est aussi exposé, hein, puisqu'on a pêché de plus en plus de poissons, on a cultivé toujours plus, je sais pas, des shrimps, ça c'est les crevettes, on a cultivé toujours plus de crevettes, enfin voilà, toutes les courbes depuis 2 siècles, c'est des courbes exponentielles qui explosent. Voilà. Merci les énergies fossiles, merci le pétrole, merci le gaz, merci le charbon. Donc voilà, en l'espace d'une vie, ça s'est résumé sur la population humaine. Hein. Quelqu'un qui est né dans les années 30, il a vu la population mondiale passer de 2 milliards à 7 milliards d'individus. Donc la consommation d'énergie a été multipliée par 10, l'extraction des minéraux par 27, c'est des matériaux de construction, donc principalement le sable, par 34. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. En tout cas, si c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, on n'en a gardé aucune trace. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est la première fois que l'être humain fait ce genre de choses. Je vous conseille fortement le bouquin « Quand tout peut s'effondrer » de Serving et Stevens. Qu'a fait l'être humain avec cette énergie? Il a extrait des ressources donc de Dame Nature. Alors voilà résumé c'est toujours des courbes hein, qui montent vers le plafond hein, de toute façon. Donc principalement, qu'est-ce qu'on extrait dans le monde hein? On extrait donc de la biomasse, des minéraux, des énergies fossiles et des métaux. Donc un autre chiffre, parce que moi j'aime beaucoup les chiffres, à l'heure actuelle, l'être humain extrait 60 milliards de tonnes de matières premières de la planète. Alors 60 milliards de tonnes, comme ça ne vous parle pas, parce que c'est trop gros, c'est en dehors de notre capacité de perception. 60 milliards de tonnes, c'est un trou qui fait 1000 km de long, qui fait 10 mètres de profondeur, et qui doit faire 10 ou 20 km de large. Voilà. Donc c'est ça que l'homme extrait chaque année de la planète. En gros, vous décapez la France, 600 000 km², vous la décapez en 200 300 sur 10 mètres de profondeur. C'est ça que l'homme, avec son énergie, à l'heure actuelle, fait dans la nature. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, au niveau de l'impact physique, l'homme n'est plus classé parmi les éléments biologiques, mais est classé parmi les éléments géologiques, puisque quand on regarde la quantité de matériaux que l'homme déplace sur la planète, on est numéro 2, juste derrière l'eau, et on est devant les volcans, on est devant la tectonique des plaques. Les autres agents biologiques sont loin derrière nous. On a un impact environnemental qui, ma foi, est tout à fait phénoménal, pour ne pas employer d'autres termes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On creuse des trous. Voilà. Donc, merci le pétrole, merci le gaz, merci le charbon. Donc on creuse des trous, on extrait des minerais de cuivre, des minerais de fer, des minerais d'or, on extrait quasiment tout ce qu'on peut, on consomme quasiment tout ce qu'on peut. Et avec ça, on fabrique des objets. En chemin, il y a beaucoup de pertes, hein, puisque quand vous extrayez des choses dans la nature, tout n'est pas valorisable économiquement. Voilà, une voiture qui pèse 1,5 tonne, finie,
C'est 100 tonnes de matières premières qui ont été extraites de la nature quelque part dans le monde. Un ordinateur portable qui pèse, je sais pas, 10 kilos, c'est 300 kg de matières premières. Une montre, c'est 20 kg de matières premières. Vous multipliez tout ça par le nombre de bagnoles, d'ordinateurs portables, de montres, d'immeubles que l'être humain construit chaque année dans le monde. Et ça vous donne des milliards de tonnes de matières premières qu'on extrait sans cesse de la planète. Voilà, résumé un peu d'un point de vue ingénieur, l'activité humaine mondiale, enfin humaine, occidentale. Alors, on ne fait pas qu'extraire des choses, on modifie aussi, bien entendu, toutes les espèces qui sont à notre contact. Alors, quand je dis modifier, c'est un euphémisme, hein, on les extermine, hein, pour être plus honnête. Donc ça, là, c'est des belles vaches paisibles qui broutent dans un pré, mais à l'heure actuelle, ces vaches n'ont plus grand-chose de naturel, hein, c'est complètement artificialisé. Il n'y a plus que 4 taureaux reproducteurs en France pour l'ensemble du cheptel bovin. Donc tout est industrialisé. Hein. Et puis peut-être qu'avant il y avait une belle forêt, on l'a rasée pour faire des pâturages. Pareil, sur cette belle photo, on voit des gentils petits moutons qui paissent paisiblement. Donc là, tous les écolos sont contents. Moi, je ne vois que de l'industrie là-dedans. Je ne vois que de l'industrie et de l'énergie. Je ne vois plus où est l'écologie là-dedans. Pourquoi? Parce que, exactement comme avec les extractions des matières premières, l'être humain, il a pu développer tous ces animaux de compagnie, tous ces animaux d'élevage. Donc, à gauche, on est donc 10 000 avant Jésus-Christ, donc on est à la fin, au début du néolithique, donc à la fin de la dernière ère glaciaire. En vert, c'est les animaux sauvages. Le petit trait en rouge, c'est l'être humain. Et puis, en 2015, on peut voir que les animaux sauvages, enfin les vertébrés, sauvages, on les a divisés, on a divisé leur biomasse par quelque chose, n'importe quoi, entre un facteur 5 et un facteur 10. Donc on les a bien exterminés. Et par contre, on a énormément développé notre population à nous. Hein. Donc vous pouvez voir que le petit trait rouge est devenu quelque chose de plus important. On est passé de quelques millions d'individus à quelques milliards d'individus. Donc là, on a multiplié par 1000 notre population à nous. Et puis surtout, on a multiplié par, je sais pas, 10 000 nos animaux d'élevage. Hein. Donc des chats, des chiens, des poulets, des moutons. Voilà. On a remplacé quasiment toutes les espèces naturelles par des espèces artificielles. Alors, donc ça, c'est encore grâce à l'énergie, ou à cause de l'énergie, ça dépend du point de vue. On n'a pas fait ça que sur Terre, on l'a fait aussi sur mer. Donc voici les... encore une fois, on est toujours dans des courbes qui partent vers le plafond. Hein. Ça, c'est toujours l'énergie qui est derrière qui permet de faire ça. Donc voici la quantité de pêche au niveau mondial, donc la capture des poissons en vert clair et puis en vert foncé la culture des poissons. Donc on pêche de plus en plus de poissons, et vous pouvez remarquer quand même que il y a une belle accélération entre 1950 et 1970. Entre 1970 et 1990, le bleu clair il augmente de moins en moins vite. Et puis de 90 à 2000, le bleu clair il stagne. Hein, donc, comme on n'arrivait plus à pêcher de plus en plus de poissons, parce que tout simplement on a vidé les océans, on s'est mis à les cultiver. Voilà. Merci.
merci l'énergie, merci le pétrole, merci le gaz, merci le charbon. On peut se dire que ça peut paraître un peu choquant, cette vision historique, mais est-ce que c'est vraiment problématique au fond, hein, comme je vous l'expliquais au début, moi je ne suis pas là pour savoir si c'est agréable ou désagréable. Moi je regarde les chiffres, les chiffres, ils sont ni agréables ni désagréables, c'est juste des chiffres. Au fond, en France, on vit dans un désert biologique, hein, puisqu'en France, on a exterminé 95% de la biomasse naturelle, hein, principalement la biomasse qu'il y avait dans les sols. En France, on vit dans un quasi-désert biologique, et la planète, elle fait quelques milliards de tonnes de matière, donc on peut continuer à creuser comme ça des petits trous un peu partout sur la planète pendant des siècles, au fond. Et puis au final, en France, on vit plutôt bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on vit mieux en France qu'en Somalie ou au Bangladesh. Donc au final, peut-être que exterminer la nature et puis faire des gros trous partout, c'est pas si gênant. Alors, il y a quand même des petits soucis. À force d'exterminer la nature, il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà les seules zones où il reste, on appelle ça les hotspots de la biodiversité mondiale. En fait, c'est les seuls endroits au monde où il reste une nature que l'homme n'a pas encore totalement détruite. Donc vous voyez que quand on regarde la carte, il y a beaucoup de blanc. Hein. Alors dans le blanc, dans le nord, c'est trop froid, il y a quelques déserts qui se baladent, mais l'homme a quand même méchamment exterminé les espèces sauvages sur la planète, enfin, majoritairement. Il a fait la même chose dans la mer, hein, puisque en 2003, donc, il y avait une étude qui sortait que 90% de la biomasse des grands poissons avait disparu. À l'époque, on avait dit ouais, cette étude est complètement bidon, machin bidule. Et bref, et à l'heure actuelle, tout ça est complètement confirmé par des dizaines ou des centaines d'études. Hein. Dernièrement, vous avez dû entendre parler de fameux que sur les 40 dernières années, 40% des vertébrés ont été exterminés. Tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Quand vous avez un peu connaissance des chiffres, la capacité d'extermination de l'homme occidental n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et alors le problème, c'est que l'être humain, il a besoin quand même d'être en contact avec d'autres espèces biologiques pour aller bien, et qu'à force d'exterminer toutes les espèces qui sont dans la nature, on va avoir des soucis. On va avoir des soucis, ne serait-ce que pour se nourrir, hein, parce que à force de pêcher tous les poissons, eh ben, il n'y en aura peut-être plus dans nos magasins. Là, on aura l'air faim. Alors il y a d'autres soucis, hein, comme je vous l'avais dit, ce qui nous permet d'être comme ça, c'est les énergies fossiles, hein, le pétrole, le gaz et le charbon. Et en fait, le pétrole, il y a quelque chose de très marrant, c'est que quand on regarde son prix, donc le prix du baril de pétrole brut, en fait, il n'avait jamais évolué de 1860 jusqu'à 2000, à part sur les deux pics pétroliers de 1973 et 1979. Mais sinon, si on corrige de l'inflation et on le met en dollars constants, il a toujours été entre 20 et 25 dollars le baril, pendant plus d'un siècle. Et puis, bizarrement, en 2000, son prix commence à exploser. Alors ça, la théorie économique va vous dire que quand le prix d'une ressource explose, c'est que généralement, on n'arrive plus à produire suffisamment de cette ressource. Et alors si c'est des montres, des trucs pas très très importants, on s'en fout, mais ça c'est la base
de toute notre activité mondiale. Notre activité alimentaire, notre activité économique, tout. C'est le pétrole. Dans la Sainte Trinité, c'est lui le plus important. Et la seule chose qui a permis d'arrêter la flambée des prix du pétrole, c'est une méga crise économique qui a eu lieu en 2008. Donc, je vous informe que la crise de 2008, en fait, est liée au début du pic de pétrole. Et que ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour notre économie et notre activité occidentale. Suite à la crise de 2008, les prix sont redescendus puisque la consommation mondiale s'est effondrée. Donc il y a une relâche au niveau de l'offre et de la demande. Les prix sont redescendus, mais en fait, dès que les prix sont redescendus, ils ont remonté aussi sec. Parce que dès que les prix sont redescendus, le pétrole est redevenu intéressant et économiquement, et donc la consommation a repris. Mais comme on était toujours dans un problème de production, eh ben, on est reparti avec des prix à l'os. Voilà. Donc ça a duré jusqu'en 2014. Depuis 2014, les prix sont redescendus, mais ils ne sont jamais redescendus à 20 $. Ils sont entre 40 et 50 $, ce qui peut paraître peu, mais en fait, quand on connaît l'histoire des prix du pétrole, en fait, c'est quand même assez élevé, 40 ou 50 $. Et je vous informe que tout ceci va bientôt s'arrêter, puisque à l'heure actuelle, c'est le plus gros acteur de la production pétrolière qui a décidé de faire baisser les prix du pétrole, qui s'appelle l'Arabie Saoudite. C'est le plus gros producteur mondial, plus gros exportateur mondial, enfin bref, c'est le plus gros. Et le jour où il aura fini de faire mémuse avec l'augmentation de sa production, donc le jour où il aura passé son pic, comme c'est le plus gros, plus personne ne pourra compenser ses pertes. Donc là, les prix vont redécoller et monter. Alors là, vous pouvez dire n'importe quel chiffre. 100, 150, 200, 300 $ le baril. Et là, économiquement, ça va devenir très compliqué. Pour mettre de l'essence dans sa voiture, dans l'avion, dans sa chaudière, etc. Le pétrole, il a une chose qui est très très marrante, c'est qu'il dicte les prix de l'alimentaire. Parce que comme l'alimentaire, c'est quelque chose d'artificiel, donc c'est quelque chose qu'on produit grâce aux énergies, et grâce aux énergies fossiles, donc principalement le pétrole, vous pouvez voir que dans les... Donc ça c'est l'indice de la FAO, donc c'est l'organisation mondiale pour l'agriculture et la nourriture, et vous pouvez voir qu'on retrouve dans le prix de l'alimentaire mondial, on retrouve la flambée des prix du pétrole, 2008 et 2011. Donc c'est tout à fait logique en fait. Hein. Encore une fois, l'alimentaire étant quelque chose d'artificiel, ça nécessite de l'énergie, donc quand les prix de l'énergie explosent, bah, les prix de l'alimentaire explosent aussi. Alors quand les prix de l'alimentaire explosent, nous dans les pays riches, on s'en fout. Parce que la baguette passe de 1 € à 1,30 €. Par contre, dans les pays pas riches, c'est plus embêtant. Dans des pays où vous mettez 40, 50, 60% de votre revenu pour vous nourrir, quand le prix de la baguette de pain prend 20 ou 30%, bah, vous ne pouvez plus vous nourrir, ce qu'on appelle une famine. Et donc, la famine, qu'est-ce qu'elle fait d'un point de vue purement physique? C'est un très 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 bon déclencheur d'émeutes et de révolutions. Hein. On peut reprendre quelques exemples historiques. 1789, les Parisiens voulaient du pain. Marie-Antoinette a répondu ils ont qu'à manger des croissants. Et de la brioche, mais c'est pas elle. Hein? De la brioche, mais c'est pas elle. La brioche, pardon. Ouais, excusez-moi. Mais en plus, je confonds. c'est pas vrai. Sur la brioche, des pains au chocolat. Et... mais en plus, c'est pas vrai. Mais non, mais en tout cas, en 1789, il y avait quand même des gros problèmes alimentaires en France. Et ça a bien aidé à déclencher la révolution industrielle. Et on retrouve ça, donc ça c'est la carte, donc
le nombre d'émeutes. Hein, donc ça, c'est les traits rouges. Et vous pouvez voir que les émeutes dans le monde sont toutes centrées au moment des explosions des prix alimentaires. Explosion des prix de l'alimentaire qui eux-mêmes sont faits par les explosions des prix du pétrole. Donc, quand les Saoudiens auront fini de faire mémuse avec leur surproduction, pour les riches, nous, on pourra faire le plein moins souvent. Pour l'immense majorité de la population mondiale, ça va signifier d'abord des émeutes, et des révolutions, et beaucoup de morts. Donc, à l'heure actuelle, on se rend compte que même sur la ressource principale, qui est la ressource énergétique, la ressource en énergie fossile, on commence déjà à avoir des problèmes. Mais, comme je vous l'ai dit, la ressource énergétique, elle ne sert pas que à produire des choses, elle mesure aussi l'impact environnemental. Hein, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que vous mettez énormément d'énergie dans un système. Que fait l'être humain? Il produit énormément de choses, bien entendu, mais en produisant énormément de choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va énormément impacter son environnement. Il va creuser énormément de trous, il va exterminer énormément les autres espèces. Et donc, c'est la même chose. La richesse économique liée à la production matérielle et la destruction environnementale, c'est les deux faces d'une même pièce. Et donc, à force de produire énormément de choses, eh ben, on a fait quelques petites problématiques environnementales. Donc, c'est une des conséquences du début du réchauffement climatique qu'on observe, on va dire, depuis le début des années 80, de manière significative. Avant 1980, on était encore dans les marges d'incertitude. Maintenant, ça fait 35 ans que le réchauffement climatique, il a quitté les marges d'incertitude et c'est une réalité scientifique. Et le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe, et en chauffant, il provoque des incendies. Alors on le retrouve, là vous avez les grands incendies donc aux États-Unis. Donc les grands incendies, c'est plus de 10 000 hectares. Donc entre 2000 et 2010, ça a juste triplé. Donc ça, c'est le début des impacts environnementaux, qui sont la deuxième face de la pièce énergétique qu'on a mis dans la machine en 1800. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les impacts environnementaux, hein, il y en a plein d'autres, mais on constate que déjà à l'heure actuelle, là, moi je vous parle en 2016, donc c'est que des publications scientifiques qui ont travaillé sur des chiffres de 2005-2010. Donc déjà en 2005-2010, on voit que notre système actuel, qui est de dire on met plein d'énergie, on produit énormément, on détruit la nature et on s'en fout, ça nous pose déjà problème à l'heure actuelle. Donc les usages actuels ne sont pas durables. Donc on peut se poser la question, mais où va-t-on? Voilà. En fait, donc, les usages actuels ne sont pas durables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà le développement durable, c'est une fumisterie. Hein. Développement et durable, c'est un oxymore. C'est quelque chose c'est comme le soleil noir, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. À l'heure actuelle, on ne peut plus continuer à se développer de manière durable. C'est impossible physiquement. Peu importe le schéma écologique ou économique qu'on met, ou la bonne volonté, ou le côté agréable. Donc il n'y a pas de développement durable. Et la deuxième chose, c'est que on constate donc les problématiques arrivent plus vite que prévu. À l'heure actuelle, quand vous parlez avec des économistes ou des dirigeants politiques, ils vous disent que non, il n'y a pas de souci, que tout va bien dans le monde. En fait, quand vous regardez les publications scientifiques, vous voyez très très bien qu'il y a
notre système commence à être en rupture. Et la rupture, on va dire qu'au niveau planétaire, elle est là, depuis le début des années 2000, quoi. Donc ça fait juste 15 ans que l'effondrement de notre société a commencé. Il faudrait peut-être qu'un jour on s'en rende compte. Alors nous, en France, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dans un pays qui est très très riche, donc on est très très bien protégé. Si vous allez demander, je sais pas, par exemple, à des Syriens, qui eux viennent de se manger une décennie de sécheresse phénoménale, plus une guéguerre parce qu'il y a le gaz qatari qui doit arriver en Turquie, en Europe, et que Bachar al-Assad, il y a 10 ans, il voulait, maintenant il ne veut plus, et donc on fait la guerre. Les Syriens, eux, le fait que le monde est au bord de l'effondrement, eux, depuis 15 ans, ils le savent. Nous, en France, on ne sait pas encore, parce qu'on n'est pas encore en train de crever de faim. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. C'est juste qu'on a un petit délai dans la perception des problèmes qui est en France qui est plus important que les Syriens. Alors les problématiques arrivent plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que donc on a l'effet ciseau, une double contrainte, donc le manque des ressources et les conséquences de la destruction environnementale qui arrive. Donc le manque des ressources, c'est principalement les ressources énergétiques. Ça, vu que c'est la ressource la plus importante dans le monde, réellement. Le pétrole, le gaz et le charbon, on fait des guerres pour ça et on a raison de faire des guerres pour ça. Parce que sinon, on retourne tous cultiver des champs et avec beaucoup de morts. Donc voilà, à l'heure actuelle, vu l'état en France, vous avez 80% de la population qui est urbaine, plus personne. L'immense majorité des Français ne savent plus faire pousser une patate, donc heureusement qu'on fait des guerres pour le pétrole, le gaz et le charbon. Parce que sinon, en France, on aurait de gros soucis sur notre population. Donc voilà, donc, le manque de ressources, donc baisse de la production, donc suite au pic énergétique. Donc en 2015, le pétrole, donc il a commencé en 2006, il va s'arrêter quelque part en 2020. Donc, cela signifie que même en France, on va se rendre compte après 2020 que l'effondrement il est bien là. On sera à la place des Grecs ou des Syriens. Ça dépend si vous êtes plus ou moins pessimiste. Après, il y a plein de gens qui disent oui, mais dans la Sainte Trinité, ils sont trois, donc le pétrole, on peut le remplacer par le gaz et le charbon. Alors le problème, c'est que si on essaye de remplacer le pétrole par le gaz, on va augmenter la consommation de gaz, et donc les réserves qu'on avait, on va les écouler plus vite. Et donc on arrive à un pic de gaz en 2025. Et puis là, il ne reste plus que le charbon. Donc là, en gros, on peut multiplier sa consommation par 4 ou 5, mais les énormes réserves qu'on a actuellement, elles vont, on va les consommer de plus en plus rapidement. Et donc on arrive à un pic de charbon en 2050 au maximum. Si on estime que chaque énergie est indépendante les unes des autres, en fait, elles ne le sont pas. Donc le pic total énergétique, au mieux, il arrivera en 2050. Voilà. Au mieux ou au pire, parce que vu que c'est pendant ce temps-là, on fait de la destruction environnementale, plus vite il arrive, plus vite on arrêtera de faire de la destruction environnementale. Voilà. Ça dépend si vous voulez plutôt avoir une vision, employer des termes agréables ou désagréables, dire au mieux ou au pire, ça marche dans tous les cas. Donc voilà pour le pic énergétique. Donc à lui tout seul, voilà, c'est l'effondrement de notre société. Voilà, merci. Fin de la présentation. Il n'y a pas que les pics énergétiques, parce qu'il y a les pics de tous les métaux, tous les minéraux. Le cuivre est prévu en 2025. Le cuivre, c'est ce qui nous sert à faire toute l'électricité. À l'heure actuelle, les dirigeants politiques, Madame Ségolène Royal, elle vous dit que la transition énergétique, c'est l'électricité qui va la faire. On va développer les voitures électriques, la connerie électrique, c'est aussi qu'on a développé. Le problème, c'est que sans cuivre, vous ne pouvez pas faire l'électricité. Donc, si, après, vous pouvez en faire avec de l'aluminium, mais si vous reportez la consommation de cuivre sur l'aluminium, je peux vous dire que le pic d'aluminium, il va arriver tout de suite après celui du cuivre. Donc, en fait,
les plans qu'on vous propose, que nos dirigeants politiques vous proposent, c'est juste bidon, quoi. Donc, physiquement, on n'a pas les moyens de les appliquer. Voilà. Et puis, le pic de pétrole, c'est ce que je vous disais, c'est que le pétrole, il est pourquoi est-ce que dans la Sainte Trinité, le pétrole, c'est Dieu et pas les deux autres? Parce que le pétrole, il permet de tout transporter. Et il permet aussi de transporter le gaz et le charbon, et l'alimentaire, et les matériaux de construction. Et donc, quand on va connaître le pic de pétrole, tout le transport mondial va se contracter. Et donc, en fait, avec le pic de pétrole, on va connaître le pic de tout. Voilà, d'un point de vue physique, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Moi aussi, c'est très clair. Mais le pic de pétrole, d'un point de vue physique, c'est le pic de tout, parce que le pétrole fait 95% des transports dans le monde. Terminé. Et le pic de pétrole, il est maintenant. Enfin, il a commencé il y a 10 ans. Mais ça, c'est que la première lame du ciseau. La deuxième lame du ciseau, c'est les effets environnementaux. Donc les effets environnementaux, vous les connaissez tous, extinction des espèces, dégradation des sols, réchauffement climatique, pollution chimique, acidification des océans, modification des sites d'azote et phosphate, et j'en passe, etc. Chacune de ces limites environnementales, à elle toute seule, provoque un effondrement, sans le pic des ressources. Mais en plus, il y a le pic de ressources, et en plus, on est en train de passer ces limites environnementales de manière groupée. C'est-à-dire que dans les 30 dernières années, on en a passé 4, le réchauffement climatique, l'extinction des espèces, la biodiversité mondiale, la pollution chimique et la modification des cycles d'azote et de phosphate. Une seule signifie l'effondrement mondial. Nous, on en a passé 4, et en plus, on a le manque de ressources qui arrivent en même temps. Donc l'effondrement, voilà, c'est une certitude scientifique. Il n'y a plus de débat. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous ai expliqué un petit peu pour le sol, parce que dans notre avenir, un des éléments les plus importants, ça va être de continuer à pouvoir se nourrir, pour ne pas mourir de faim, pour ne pas se retrouver comme les Égyptiens ou comme les Syriens à faire des révolutions et des émeutes. Donc le sol, qu'est-ce que c'est? D'abord, vous coupez, vous le déforestez, vous enlevez les végétaux qu'il y a dessus. Une fois que vous avez déforesté, il y a un phénomène d'érosion, donc là c'est une mort chimique du sol, le complexe argilo-humique se brise, et puis une fois qu'il est brisé, l'eau lessive l'humus, l'emmène sous l'eau, et vous avez un désert. Vous avez plus que du minéral, du sable, quelque chose. Donc à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait, on le fait très très bien dans le monde. Tout ceci va s'accélérer, bien entendu, avec le réchauffement climatique, avec toutes les problématiques environnementales. Donc là, ce n'est que le début de la dégradation des sols au niveau mondial. Je ne sais plus qui disait, est-ce que vous connaissez le seul endroit où les fraises poussent mal? C'est sous l'eau. C'est con, parce que c'est là où on emmène toute notre terre en ce moment. À l'heure actuelle, on perd 7% des terres émergées donc, sur le dernier siècle. Alors, les terres émergées, qu'est-ce que c'est? C'est les trucs qui sont sous glace, trop froids, trop secs, trop pentus, trop humides, trop minces, trop pauvres. Là, vous avez fait 75% des terres émergées dans le monde, il reste 25% des terres émergées qui sont intéressantes pour faire de la production alimentaire, 9% qui sont déjà cultivées, et donc il vous reste que 15 ou 16% qui sont cultivables. Donc comme on perd déjà 7% sur le dernier siècle, les 15% qui nous restent à vitesse constante, dans 2 siècles, on les a perdus. Mais je vous rassure, comme on accélère tout, parce qu'on a mis de plus en plus d'énergie dans le système,
ça va aller beaucoup plus vite. En plus, sur les terres qui sont trop pentues ou qui ne sont pas encore cultivées, pour l'instant on fait du pâturage, donc il y a énormément de production de viande qui se fait là-dessus. Donc en fait on les exploite déjà, même si c'est pas pour faire de la culture de plantes. En plus, sur ces terres cultivables, c'est là où il y a la forêt et la biodiversité. Alors, bon, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il détruit, il pollue les terres cultivées. Donc, petit à petit, il vient manger sur les terres cultivables, et au passage, il détruit la forêt et la biodiversité. À l'heure actuelle, donc c'est plus 7% par siècle qu'on fait, c'est 1% par décennie, donc 10% par siècle. Si on ne s'effondre pas très rapidement, on va continuer à accélérer la chose en mettant toujours plus d'énergie dans le système. Heureusement, nous allons bientôt nous effondrer. Enfin, heureusement, nous sommes en train de nous effondrer. Alors, la fin des ressources, donc c'est on prévoit l'effondrement du stock des poissons au niveau mondial en 2048, la saturation des terres agricoles, que des choses très très marrantes. Donc ça, c'est la deuxième lame du ciseau. La pénurie d'eau, on estime que en 2025, l'approvisionnement en eau pourrait être insuffisant, voire dramatiquement insuffisant. Alors, il y a un truc qui est très marrant, en fait, si vous regardez l'approvisionnement en eau au niveau mondial, il devrait déjà être très insuffisant depuis, on va dire, au moins 20 ans, 30 ans. En fait, on a consommé toujours plus d'eau potable pour arroser nos champs et puis pour laver nos voitures. Et laver nos voitures, c'est une blague. En fait, on est déjà au-delà des capacités que le cycle d'eau naturel, des capacités d'approvisionnement mondial. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore des contraintes sur l'approvisionnement en eau? Parce qu'on a fait des barrages. On a fait des grosses retenues d'eau un peu partout dans le monde. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est 70 ou 80% des cours d'eau où il y a un barrage dans le monde. Donc, au passage, on nique toute la vie du cours d'eau, parce qu'à un moment donné, on met une grosse barrière de béton. Mais ce qui est très agréable, c'est qu'on a considérablement augmenté notre capacité d'approvisionnement en eau. En fait, c'est uniquement par la construction des barrages au niveau mondial qu'on n'est pas déjà sous contrainte au niveau de l'eau, au niveau mondial. Et normalement, on devrait déjà y être. Je vous rassure, c'est pour très bientôt. Les phosphates qui sont indispensables à toute notre production agricole artificielle. Sans phosphate, on ne fait plus rien pousser. Moi, il y a une phrase de Claude Bourguignon que j'aime beaucoup qui dit à l'heure actuelle, l'agriculture en France, c'est de faire pousser des plantes malades sur des sols morts. C'est merci le phosphate, merci NKP, mais malheureusement, le phosphate, en fait, on en exploitait de plus en plus, on en consommait de plus en plus. On se rend compte que depuis, on va dire, les années 90, on stagne, donc ça fait juste 25 ans que la production de phosphate au niveau mondial n'augmente plus. Et puis, bientôt, elle va baisser, puisque toute consommation de ressources finies commence par zéro et termine par zéro, et entre les deux, vous avez un maximum. Ça, c'est une loi, c'est même pas la physique, c'est la mathématique. Donc, voilà. Voilà, on va voir, notre avenir, c'est le double effet ciseau. Alors là, il y avait des gens quand même qui avaient prévu qu'on aurait un pic de pétrole en 2015, ça s'appelait la SPO. Voilà, ce qu'ils avaient prévu, mais bon, ça c'est des détails, je ne vais pas rentrer.
Ça, c'est juste pour rappeler que, effectivement, c'est tout ce qu'on transporte, donc ça, c'est le pétrole. Effectivement, le pétrole permet de se nourrir, permet de construire et permet d'avoir accès aux autres énergies. D'accord? Donc, c'est le graphique, pour que vous compreniez mieux que le pic de pétrole va probablement signifier le pic de tout. Et ça va aussi signifier le pic économique. Hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, non, mais tu ne parles que des ressources physiques, des problématiques physiques, mais nous allons développer une économie du savoir et des services. » Alors moi, là, j'ai tendance à exploser de rire, puisque l'économie du savoir et des services, ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous dessine avec ça. Quand on regarde les chiffres, eh ben, on n'y est pas du tout. Donc, vous avez la consommation énergétique en horizontal, en vertical, vous avez le PIB mondial, et chaque point, c'est une année. Donc ça commence ici en 1969, 269, 110, 111, etc. Et donc vous pouvez voir que pour faire de l'économie, au niveau mondial, il faut plus d'énergie. Pourquoi? Parce que notre économie est une économie de production matérielle. Voilà. Et ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous dit qu'on va inventer autre chose. Eh bien, non. Comme vous pouvez voir, pour que le PIB continue à monter, il faut que la consommation énergétique continue à monter. On ne sait pas faire de l'économie, du savoir et des services. Au niveau mondial, on ne sait pas faire. On peut même constater une chose très marrante, c'est que avant, pour doubler le PIB, donc pour passer de 15 000 milliards de dollars à 30 000 milliards, vous voyez qu'il fallait multiplier par 1,5 la consommation énergétique. Donc on avait une efficacité énergétique pour faire l'économie qui était pour doubler, il faut multiplier par 1,5. Après les pics de pétrole, ça c'est les années 73, 74, 75, 78, 80, on a réussi à augmenter plus vite notre PIB en augmentant notre consommation énergétique. Donc on avait une efficacité énergétique qui s'améliorait. Donc là, peut-être que, allez, ok, c'est peut-être possible de faire du développement économique sur le dématérialisé. En fait, vous pouvez remarquer que, donc là-haut, on est en 2000, on doit être dans les années 2000. Depuis les années 2000, en fait, l'efficacité énergétique de l'économie, elle rebaisse au niveau mondial. Donc en fait, la dématérialisation de l'économie, la déénergétisation de l'économie, on sait très bien que c'est un échec depuis 15 ans au niveau mondial. Donc moi je regarde ça, et quand on me dit, mais aucun souci, on va faire l'économie du savoir et des services, j'éclate de rire. Parce que les chiffres me disent exactement l'inverse. Donc fin des ressources en énergie, pétrole, toutes les autres ressources. En plus, alors pourquoi est-ce que les énergies renouvelables ne pourront jamais remplacer les énergies fossiles? Ce n'est pas un problème de quantité de production énergétique, c'est un problème d'efficacité de production énergétique. Quand on regarde le taux de retour énergétique, c'est-à-dire que moi, je veux construire une centrale de production énergétique. Donc, je vais investir de l'énergie dedans. Parce que c'est des infrastructures matérielles, c'est des routes, etc. Donc, tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la transformation. Donc, j'investis de l'énergie. Et cette centrale, elle va me produire de l'énergie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je regarde combien la centrale produit d'énergie sur l'investissement, l'énergie grise de la centrale. Et ça me donne le taux de retour énergétique. Et bien en fait, on se rend compte que le taux de retour énergétique, il s'effondre. Alors en fait, ça c'est assez normal, puisque, alors ça c'est pour le pétrole. Pour le pétrole, au début, on avait un taux de retour énergétique de 100 pour 1, c'est-à-dire qu'on mettait un baril de pétrole dans les infrastructures pétrolières au niveau mondial, et les infrastructures pétrolières nous produisaient 100 barils. C'était génial. En 1990, on n'était plus qu'à 1 pour 35. Donc on voit que
l'efficacité de production des infrastructures pétrolières avait déjà été divisée par 3. À l'heure actuelle, on est entre 10 et 20. Et on est en train de développer des choses qui s'appellent les sables bitumineux, les hydrocarburants, qui ont des rendements proches de 1 pour 1, voire inférieurs à 1 pour 1. C'est-à-dire que les sables bitumineux, moi je suis intimement persuadé qu'à l'heure actuelle, on met plus d'énergie dans les infrastructures que ce que les infrastructures produisent d'énergie. Donc en fait, ce sont des puits énergétiques. Et en fait, quand vous regardez sur les autres sources énergétiques, on a commencé le développement phénoménal de l'être humain à partir de 1800. Il a été fait parce qu'on a mis la main sur le bon Dieu des énergies, qui est le pétrole, parce que c'est celui qui a le meilleur taux de retour énergétique. Et en fait, quand vous regardez le solaire, quand vous regardez le biogaz, je ne sais pas quelle autre fumisterie, en fait, il y a des taux de retour énergétique qui sont très faibles, voire négatifs. Donc vous pouvez en produire autant, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vu qu'à la fin, en énergie nette, ça ne produit rien. Donc on ne pourra jamais remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. À l'heure actuelle, on estime que pour maintenir notre société industrialisée, complexe, il faut un taux de retour énergétique au niveau de nos ressources énergétiques de à peu près 14, allez, entre 12 et 14 pour 1. Il n'y a que 5 sources énergétiques qui ont un taux de retour énergétique supérieur à 14 pour 1. Vous avez les énergies fossiles, mais on s'est rendu compte qu'elles vont bientôt disparaître. Après, vous avez le bois, mais le bois, on est déjà en train de déforester sur la planète, donc on ne peut pas augmenter la production. Vous avez l'hydroélectrique, mais l'hydroélectrique, dans les pays développés, on est déjà à fond, donc on ne peut pas les développer plus. Et après, il vous reste 2 sources énergétiques, le nucléaire et l'éolien. Et le nucléaire et l'éolien, ils sont à 10-12 points. C'est-à-dire que même si on les développe, ils ne vont pas sauver grand-chose. Donc en fait, même si on cherche désespérément des nouvelles ressources en se disant là, je vais pouvoir éviter la première lame du ciseau, on ne parle que de la première lame du ciseau, hein, on ne parle pas de la deuxième qui sont les destructions environnementales, ben même en multipliant les nouvelles ressources, comme on a commencé par utiliser les meilleures, les nouvelles ressources qu'on met en route, elles sont moins bonnes, et donc elles ne remplaceront jamais les anciennes. Et le réchauffement climatique, j'y tiens particulièrement parce que c'est mon petit dada. Là, je vais vous expliquer un peu quelles vont être les conséquences du réchauffement climatique. Ici, vous avez un certain nombre d'espèces. Vous avez leur vitesse de déplacement en kilomètres par décennie. C'est la vitesse de déplacement de l'espèce, pas de l'individu. Donc vous pouvez constater que même les arbres, les plantes sont capables de se déplacer en tant qu'espèce de manière assez simple. La graine pousse, l'arbre fait des graines, la graine est emportée par le vent, et l'arbre repousse 10 mètres ou 1 kilomètre plus loin, etc. Et donc l'espèce se déplace. Mais vous pouvez constater que les espèces végétales se déplacent beaucoup moins vite que les espèces animales. Là, rien d'extraordinaire. Et ici, vous avez la vitesse de déplacement que le climat va imposer. Un réchauffement climatique, ça impose une vitesse de déplacement. Pourquoi? Parce que quand vous allez vers les pôles, il fait de plus en plus froid. Donc si la Terre se réchauffe, en se déplaçant vers les pôles, vous allez retrouver une température à laquelle vous êtes adapté. Et donc l'espèce pourra continuer à vivre. Et donc ici, vous avez la vitesse en kilomètres par décennie, imposée par le climat. Là, vous avez 0,12 degrés par décennie. Vous voyez, 0,12 degrés par décennie, déjà, il y a une bonne partie des espèces végétales qui n'arrivent plus à suivre. Mais il y en a une partie qui arrive quand même à suivre. Donc là, on n'est pas dans de la déforestation massive. Quand maintenant vous faites 0,26 degrés de réchauffement donc, par décennie, donc ça fait 2,6 degrés par siècle, vous voyez que vous avez quasiment toutes les espèces d'arbres qui n'arrivent plus à suivre. Et donc, c'est ça le réchauffement climatique. Quand vous êtes à moins de 1 degré par siècle, ou à moins de 0,1 degré par décennie, c'est pas très très grave. Vous allez rajouter un peu de destruction environnementale, mais pas beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Donc, de manière significative, c'est pas si gênant que ça. Quand vous commencez à dépasser les 0,25 degrés par décennie ou les 2,5 degrés par siècle, là, vous rajoutez énormément de destruction environnementale. Donc, énormément de déforestation, énormément d'érosion des sols, énormément de perte de production alimentaire à terme, et énormément de famine. Donc, là, moi, je m'étais amusé avec des logiciels qui sont disponibles sur Internet. Je vais cibler, donc là c'était chez moi en Savoie, et en Savoie, en 2060, ce sera ça. Donc ce sera un milieu semi-désertique, puisqu'on aura 2 mois par an de conditions désertiques, donc avec un manque de ressources en eau, et une augmentation des températures trop importante. En gros, c'est un peu comme le sud de l'Espagne. Ça, c'est 2060 en Rhône-Alpes. Ici, ça va mettre un peu plus de temps à venir, mais ça viendra. Ça, c'est la carte mondiale en 2100. Si on fait 4 degrés par siècle, donc déjà, je vous avais dit que les ennuis commencent à partir de 2 degrés par siècle, 2 degrés et demi par siècle. À 4 degrés par siècle, tout ce qui est orange, c'est du désert. Tout ce qui est marron, c'est inhabitable à cause de trop de précipitations. Et donc, en gros, il ne reste que les zones vertes qui sont habitables sur la planète. Donc, en gros, il reste les zones qui, pour l'instant, sont gelées. Et pas grand-chose d'autre. Donc, un réchauffement climatique de 2, 3 ou 4 degrés par siècle, à lui tout seul, c'est l'effondrement de notre société, ça c'est une certitude, à lui tout seul, et bien entendu il n'est pas tout seul, voire l'extinction de notre espèce, si vraiment on se démerde de lui. Les experts donc envisagent qu'on peut faire beaucoup mieux que 4 degrés par siècle, 5, 6, peut-être 8 degrés par siècle. Voici les prévisions donc, du GIEC. Vous pouvez voir que les 4 degrés par siècle, si on se démerde bien, on peut peut-être les faire dès 2070. Hein, alors, avec l'effondrement, parce qu'on est en train de s'effondrer, donc il y a de grandes choses pour qu'on ne fasse pas la courbe rouge, hein, qui est une courbe où on a besoin de cramer énormément d'énergie fossile. Mais vous voyez que même la verte, qui est pourtant un scénario très optimiste, hein, en fait, on arrive aux 4 degrés en 2300. Alors, et les plus 4 degrés, c'est pas une bonne idée. Donc, à la vitesse où on fait du réchauffement climatique, dans la vitesse où on émet des gaz à effet de serre, on est quasiment sûr de déforester une bonne partie de la planète dans les prochaines décennies. C'est juste que pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. Et contrairement à ce qui a été dit, donc 2 degrés de réchauffement n'ont jamais été un seuil garanti de sécurité. 1 degré par siècle, ouais, ça passe. À partir de 2 degrés, c'est plus bon. En termes de vitesse de réchauffement climatique, pourquoi est-ce que je dis que le réchauffement climatique il commence à être important à partir de 1980? En fait, dans les décennies avant 1980, on était sur des vitesses de réchauffement climatique qui étaient de l'ordre de 0,1 degré par décennie. Sur la décennie 1980, la décennie 1990, on est passé à 2 degrés par décennie. La décennie de 2000, donc à 2010, on est redescendu à 0,15 degrés par décennie. Et là, sur la décennie de 2010 à 2020, j'ai pas encore les chiffres de 2017, 2018, 2019, parce que c'est pas encore arrivé. Mais il y a de grandes choses pour qu'on arrive à 0,25 degrés par décennie. Et il y a de grandes chances pour que maintenant, on soit en train de passer des vitesses de réchauffement climatique qui sont beaucoup trop rapides. Et ça va nous faire très mal. Quand je dis très mal,
c'est en réchauffement climatique, tant que vous n'êtes pas à quelques centaines de millions de morts par an, ça fait pas mal. C'est quand on arrive à 40, 50, 100 millions de... Pardon. Oui, tant que vous n'êtes pas plusieurs dizaines de millions de morts par an, ça fait pas mal. C'est qu'on arrive à 40, 50 ou 100 millions de morts en plus par an, que là, on se rend compte que ça fait mal. C'est juste la Seconde Guerre mondiale, mais un facteur 4, 5, 6, quoi. Et ça, c'est que le réchauffement climatique, qui lui-même est qu'une seule des contraintes environnementales, parmi les 5 ou 6 que je vous ai citées, et toutes ces contraintes environnementales ne sont qu'une des deux lames du ciseau. Parce qu'après, il y a aussi le manque de ressources qui va arriver en même temps. Voilà. Donc, notre avenir, ce sera ça. Donc ça, c'est le rapport du Club de Rome, qui a été commencé de rédiger en 1969, publié en 1972, et nous, on est là, 2015, c'est ici. Et ce rapport du Club de Rome, il dit que donc, quelque part vers 2015, on va avoir un effondrement de la production industrielle par tête de pipe, on va avoir un effondrement de la production de services par tête de pipe, on va avoir un effondrement de la production alimentaire par tête de pipe au niveau mondial, c'est des moyennes mondiales, hein, donc il y a certaines catégories de personnes qui s'en tirent en mieux que d'autres. Et puis, une fois que tout ça se sera effondré, donc ça c'est nous, hein, maintenant, eh bien, la population, elle va commencer à baisser. Et elle ne va pas commencer à baisser parce qu'on aura contrôlé notre taux de natalité, elle va commencer à baisser parce qu'on aura un taux de surmortalité qui sera tout simplement monstrueux. Donc moi je me suis amusé à faire des calculs pour savoir un peu quels chiffres se cachaient derrière tout ça. On arrive à un taux de surmortalité dans les décennies 2020 qui est de 30 millions de personnes par an. Je t'avais publié ça. Tu veux retrouver les chiffres ou Non, mais normalement, sur les chiffres, je me comprends rien. Et on arrive, à partir de 2030, on arrive à un taux de surmortalité de 60 ou 70 millions de personnes par an. Pendant 2030, 2100, pendant 70 ans. C'est-à-dire que notre avenir, c'est en gros 6-7 fois la Seconde Guerre mondiale, mais pas pendant 4 ans. Pendant 6 décennies. C'est ça notre avenir. Et ça a commencé maintenant. Voilà les aspects scientifiques sur l'effondrement. Donc, c'est juste une réalité. Après, la question est... Vas-y, je te laisse terminer. Pourquoi est-ce que malgré toutes ces connaissances et cette bonne volonté, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parvenu à nous pour notre évolution? Et ça, c'est mon collègue Vincent qui va vous en parler. Alors j'ai une question, est-ce que ça va? Parfaitement bien, oui. Pas trop. Allez, tu l'attends. Si, ça va.